Autour du salon Smart Manufacturing Summit, qu'on va vous présenter, aujourd'hui. Je vais vous montrer le déroulé de cet atelier. Vous avez les micros, et les caméras coupées pour les participants. On va prendre, les questions au fur et à mesure, dans le chat, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et on pourra éventuellement ouvrir les micros en fin de session si vous désirez, vous exprimer directement. Donc vous voyez ici le déroulé. On va commencer par une introduction pour rappeler pourquoi est-ce que, cette mission, a lieu, au Japon et sur ce salon-là. On aura ensuite un témoignage de monsieur, Pierre Cassoli qui est, conseiller du commerce, extérieur. Ensuite une présentation du marché japonais par, Business France, Japon. Un focus, sur Haïti et à la fin, on va vous présenter les offres, de missions, régionales. Je vais donc, passer, la parole à Lucina pour l'introduction. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce premier webinaire de présentation de la mission du mois de mars 2024. Très brièvement, juste pour vous poser le cadre général de cette mission, le cadre de la coopération qui a été établi en mai 2022 entre notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, et la préfecture, donc l'équivalent de notre région, préfecture d'Aichi, avec la capitale Nagoya. Cette signature d'un MOU a eu lieu à Lyon, au siège de la région, en présence de notre président Laurent Wauquiez et de l'autre côté, le gouverneur d'Aichi, Monsieur Omura, qui s'est déplacé pour l'occasion. Ceci faisait suite à un premier contact lors de la mission du président Wauquiez au Japon en février 2020, juste avant le Covid. Donc pendant 2 ans, le contact, la relation a été maintenue, mais pas vraiment développée. Et dès que les frontières se sont ouvertes avec le Japon, cette signature a eu lieu. Et c'est quelque chose, un acte fondateur, en tout cas, pour les Japonais. De notre côté, on est plus souple, on peut faire des choses, on peut réaliser des projets sans avoir au préalable signé un accord de partenariat. Pour les Japonais, c'est le contraire. Il faut d'abord un acte formalisé, signé, pour pouvoir réaliser des choses. Et depuis le mois de mai 2022, la signature du MOU, les choses se sont vraiment accélérées. Il y a eu plusieurs échanges, missions, accueils, webinaires qui ont été réalisés aussi bien dans le cadre bilatéral, donc Auvergne-Rhône-Alpes, Aichi, que dans le cadre européen, un programme de coopération interrégionale, l'Union européenne Japon a été réalisé entre 2022 et 2023. Il vient de se terminer. Euh, les sujets sur lesquels ce partenariat porte, ce sont essentiellement les industries avancées du futur. Donc, ça s'inscrit parfaitement dans la thématique générale du salon Smart Manufacturing Summit, je crois, SMS. Euh, il y a également les énergies renouvelables avec notamment l'hydrogène. Ça, c'est vraiment un sujet, un axe fort, aussi bien pour les Japonais, très avancés en la matière, que pour nous, pour Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est une des politiques de la région qui bénéficie d'un appui politique, stratégique et financier fort. Et enfin, microélectronique, intelligence artificielle, robotique, tout ce secteur qui est également à la fois commun et complémentaire pour nos deux territoires et leurs acteurs.
Je ne vais pas continuer pour laisser la parole à mes collègues, Élise Kim de la direction de l'économie et à Joël Seu qui vont compléter mon propos avec des choses beaucoup plus pratiques et pragmatiques liées au salon lui-même qui, comme il faut le souligner, sera organisé pour la première fois sur le modèle de notre salon lyonnais qui s'appelle Global Industry et qui est géré par JL Events, une grande entreprise de notre région lyonnaise et qui est aujourd'hui co-gestionnaire du site d'exposition euh, euh, à Nagoya, justement. Donc, le lien entre notre région et la préfecture d'Aichi est vraiment étroit, y compris au travers de nos acteurs économiques et autres. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Élise. Bonjour à tous. Je vais plutôt vous parler du volet un peu économique et pourquoi la région s'est positionnée en fait du coup sur le salon Smart Manufacturing Summit. Donc, comme vous le savez, en tant que première région industrielle, en fait, la région Auvergne-Rhône-Alpes en fait, s'appuie sur une grande diversité au niveau des secteurs. Je donnerai quelques exemples tels que la chimie, les machines intelligentes, la mécanique ou bien la robotique et bien d'autres. Donc, dans ce contexte, en fait, la région a fait du soutien en fait, des entreprises une priorité. Donc, elle met en place du coup des outils d'aide et elle s'appuie sur un écosystème très fort, notamment là via les pôles de compétitivité, dont je parlerai tout à l'heure, notamment SIM, et aussi du coup un écosystème donc, qui est là, donc, la Team France Export. La région est également pilote en fait de cette dynamique Team France Export. Et cette mission, elle soit visiteur ou exposant, s'intègre totalement en fait dans la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. Le soutien de la région, comme vous le savez, elle intervient avec des outils, beaucoup d'outils, un panel d'outils, donc à chaque étape de la vie et des besoins en fait d'une entreprise. Des outils aussi qui passent aussi par les événements. L'objectif de la région, c'est aussi de faire connaître, accélérer le développement en fait des entreprises à l'étranger ou en France. Et on facilite aussi du coup cette communication, cette accélération en étant en fait présent sur des événements tels que des événements français comme Global Industry et là le choix d'être présent sur Smart Manufacturing Summit. Et sur nos aides, notamment, on a une aide un peu phare, donc qui est du coup le PDI qu'on va activer pour cette mission-là. Je parlerai un petit peu plus tard. Voilà de mon côté les raisons pour lesquelles, en fait, du coup, la région se positionne, enfin, des entreprises se positionnent sur Smart Manufacturing Summit. Joël? Merci. Donc, je me présente, je m'appelle Joël Seu, je suis la responsable internationale de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on est l'outil de développement économique de la région qui a été mis en place au service des industries et des entreprises de services à l'industrie. Donc, nous avons plusieurs métiers dans l'idée d'aider les entreprises à se développer. Et aujourd'hui, donc, nous parlons essentiellement du métier de l'export. Donc, l'agence fait partie de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos collègues de la team sont connectés ici. Pour les entreprises, si vous connaissez votre référent Team France Export et que cette mission vous intéresse, vous pouvez vous retourner vers lui. Sinon, revenir vers Coralie et on saura vous mailler avec la bonne personne ou vers le bon pôle, puisqu'un certain nombre de pôles sont également des partenaires de cette opération régionale. Voilà, j'en dis pas plus à ce stade, simplement peut-être dire qu'on organise un certain nombre de missions chaque année et que si ce type de démarche à l'international en collectif vous intéresse, n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous pour qu'on vous informe des missions qui viendront par la suite.
Donc sans plus attendre, parce que je crois que notre témoin est effectivement un petit peu coincé en termes de timing, je passe la parole à Pierre Casoli, qui est le CEO de Embaliso, une entreprise du Rhône, qui a créé une filiale au Japon pour avoir son éclairage effectivement sur son expérience. Et ensuite, nous vous déroulerons effectivement les offres possibles, qui sont variées, sur votre participation au SMS de Aichi. Monsieur Casoli, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Pierre Casoli, j'interviens dans le cadre des conseillers du commerce extérieur. Alors rapidement, les conseillers du commerce extérieur, c'est une structure de l'État. Nous sommes 4000 dans le monde et nous sommes là de façon bénévole pour aider les entreprises à s'implanter internationales ou pour tous les sujets internationaux. Donc on fait partie de la team France Export. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on travaille, les jeunes internationales, le conseil auprès des pouvoirs publics et puis des interventions comme aujourd'hui et puis auprès des écoles pour promouvoir l'international auprès des jeunes. Voilà, rapidement présenté. Alors moi, j'ai créé Embaliso il y a plus de 30 ans. On est dans un secteur de la santé. On s'occupe, entre autres, on fait des emballages spécifiques pour transporter les vaccins dans le monde par avion. Voilà une des activités principales que l'on a. Ce qui nous a amené donc à développer, ce qui m'a amené à développer cette société dans plusieurs pays. Et entre autres, je le rappelais en introduction tout à l'heure en aparté, c'est que il y a plus de 30 ans, j'ai développé la structure grâce à la région, justement à la structure ERAI de l'époque. Donc, merci la région pour nous avoir aidés là-dessus. Et on est dans 12 pays. Et qu'est-ce qu'on fait? On récupère nos emballages qui arrivent dans le monde. Donc, c'est l'économie circulaire. Au début, c'était vendu, c'était jeté. On les récupère. C'est des grandes palettes qui se démontent en 6 morceaux et on les répare et on les réutilise. Alors, pourquoi le Japon et comment le Japon? Alors, nos clients étant les gros l'industrie pharmaceutique, au Japon, il y a de l'industrie pharmaceutique importante qui est implantée dans le monde entier. En France aussi, il y a des boîtes comme Oriva qui font du diagnostic, etc. Ils font des investissements. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Japonais, ils sont pas hyper expressifs comme nous les Latins, donc on les voit pas souvent officiellement, mais ils sont, je veux dire, il y a des très gros conglomérats qui sont investis dans énormément de départements dans le monde entier, et donc ils ont plutôt profil bas, mais ils sont assez performants. Alors, comment ça s'est passé pour le Japon? Alors, comme dans tout pays, je vais expliquer les choses qui sont déjà connues pour ceux qui font de l'export. Le principal, une fois que vous avez fait votre étude de marché, bien entendu, c'est d'avoir la bonne personne. Et on est tous pareils, c'est de trouver la bonne personne. Donc, on a commencé à faire une approche avec un privé qui s'appelle une société, c'est un Lyonnais qui a implanté depuis plus de 20 ans au Japon, Martial, c'était PMC, que vous devez connaître dans la structure, qui a fait donc une première étude de marché pour notre secteur. Et puis ensuite, on a travaillé avec la Chambre de commerce, avec Nicolas Bonardel, qui dirige la CCI locale au Japon. Pour rappeler, Nicolas travaillait avant à la CCI de Lyon, il y a quelques années en arrière, il y a très longtemps. Et pourquoi on a travaillé avec la CCI aussi? C'était pour passer à un mode différent, puisqu'au début, on faisait représenter notre produit, notre société localement, et on voulait investir plus avec une personne et recruter quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on a été beaucoup impliqué au Japon dans la distribution du vaccin Covid. On a fait et on fait encore la distribution du vaccin de Pfizer avec des boîtes qui sont réutilisées localement. Et ça nous a boosté un peu le marché sur le Japon. Et donc, on a recruté quelqu'un. Et des fois, il faut avoir un peu de chance. Et quand on a fait la demande auprès de la CCI, il est passé un CV d'un Japonais qui parlait parfaitement le français, ce qui est rare, et l'anglais aussi, et qui était un peu dans notre secteur de la logistique internationale. Et dans la chaîne du froid des médicaments, qui est notre secteur, puisque c'est essentiellement des températures dirigées. Et ça, c'est un gros booster pour nous. Depuis, on a des bâtiments, on récupère nos emballages qui arrivent localement, on en fabrique et on distribue. Et ça nous permet de faire le lien avec les autres entreprises dans le monde japonaises qui sont implantées en Europe et aux États-Unis. Et quels sont les conseils que je peux donner? Et pour aller jusqu'au bout, je vais être obligé de partir tout à l'heure, vous laisser, mais
En tant que CCEF, on est à votre disponibilité, hein, on passera les coordonnées, il y a une structure régionale qui existe, et on peut vous mettre en relation avec les conseillers du commerce extérieur qui sont au Japon, parce que je n'ai peut-être pas dit, mais on est 4000 dans le monde. Au Japon, je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de confrères qui sont implantés dans des grosses structures ou des plus petites. Donc, suivant vos activités, il y a des gens, comme je regardais tout à l'heure vite fait la liste, qui sont chez Valeo, chez Airbus, chez EDF, et qui vous ouvrent les portes et qui peuvent vous donner des informations particulières. Pour revenir là-dessus, je pense que pour ceux qui travaillent déjà avec le japonais, en vendant des portes ouvertes, mais sinon, c'est des gens qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, il fallait qu'il y ait un peu de pragmatisme. Vous avez cité le fait que vous deviez signer un accord avant d'avancer et rien ne se passait avant. Au Japon, c'est le consensus de tous. C'est-à-dire que vous allez avoir en face de vous des gens qui sont assez nombreux, généralement autour de la table. Hein. Quand j'y vais, je me retrouve facilement avec 15 ou 20 personnes autour. Quand c'est mes collègues qui sont locaux, ils ont peut-être un peu moins de personnes, mais quand vous dirigez une boîte, vous avez beaucoup de gens qui sont autour de la table. Et ils prennent des décisions ensemble, et il y a peu d'initiatives personnelles. Autant dans d'autres pays latins, il y a des gens qui peuvent, ou des organisations qui sont plus légères. Donc ça prend du temps, tout ça, et leur formation demande aussi beaucoup de détails, enfin, fait qu'ils demandent toujours beaucoup de détails. Et il faut fournir le détail. Il faut absolument aller dans toutes les informations qualité qu'ils vont vous demander. Des tas d'informations qui peuvent vous paraître complètement peut-être inutiles, mais si vous travaillez bien, ça peut faire progresser votre structure aussi. Donc, ça, c'est un point important à capter au niveau culturel, parce que le plus important, c'est quand même comprendre cette culture. Comme dans tous les pays, ça ne tombe pas du jour au lendemain. Je crois que la première fois qu'on est allé au Japon, il doit y avoir au moins 6 ou 8 ans de ça. Bon, le Covid nous a beaucoup aidés, mais on a commencé à faire des premières touches locales et des échanges d'informations. Je pense qu'il faut aller sur place, c'est évident. Hein. Si vous n'avez pas votre structure, votre structure n'est pas assez grande pour créer tout de suite une branche, vous pouvez travailler avec les gens de la Team France Export qui peuvent vous faire une domiciliation locale et vous représenter. Je pense que là-dessus, il ne faut pas hésiter à avoir quelqu'un local qui vous représente avec une carte de visite. C'est important pour montrer qu'il y a un suivi. Ça va prendre du temps. Moi, je pense que, quelle que soit votre activité, si vous faites quelque chose en moins de 2 ans, vous êtes déjà rapide, quoi. C'est-à-dire que c'est de l'investissement, mais ça, vous connaissez tout ça. Le sujet de la finance, à mon avis, il n'existe pas en France. On a beaucoup de moyens d'être financés. Donc, le plus difficile, c'est de trouver la bonne personne localement qui va pouvoir comprendre votre job, l'expliquer. Il faut vous y aller au début, et après, il faut avoir un peu de chance pour trouver le bon représentant. Mais ça, je veux dire, c'est similaire à tous les pays où nous sommes. Nous sommes dans 12 pays, et je vois les pays qui marchent bien sont souvent liés à la personne que l'on a localement. Voilà. Donc le Japon, c'est un pays quand même qui est en croissance dans notre secteur de la santé, dans les secteurs où vous êtes, je ne sais pas la liste, mais vous êtes dans peut-être les objets connectés, le smart manufacturing, ça veut dire beaucoup de choses, mais peut-être tout ce qui est peut-être idée de recyclage, de réutilisation, de nouvelle économie verte, etc. Ils sont à l'écoute, ils sont friands, ils aiment beaucoup la technologie française. On a une image qui est assez bonne là-dessus, en France. Dû au fait qu'on a quand même nos pairs qui sont depuis très longtemps en France. Je parle de l'Air Liquide, par exemple, qui est une des premières sociétés françaises à être implantée là-bas il y a plus de 100 ans et qui a une très bonne renommée. Et la difficulté majeure, ça va être leur rythme de travail par rapport au nôtre, la façon dont ils abordent les sujets. Ce que je disais tout à l'heure sur la partie très méticuleuse du détail, beaucoup de questions, il faut y répondre, il faut comprendre pourquoi ils posent ces questions-là, il faut les rassurer, et puis comprendre que la personne qui est en face de vous, elle ne va pas prendre la décision toute seule,
elle va en référer à d'autres personnes qui sont en dessous d'elle, qui sont au-dessus d'elle. Et donc, il faut donner le temps en interne, chez eux, pardon, qu'ils aient cette routine qui tourne pour revenir vers vous avec de nouvelles questions, et petit à petit, ça va s'incrémenter. Et une fois qu'ils vous donnent confiance, c'est pour du long terme. Il y a une boîte de la région qui s'appelle Baikovski, vous connaissez peut-être, qui fait beaucoup de business avec le Japon, qui est en Savoie, qui est de la technologie aussi. Et ça fait très longtemps qu'il fonctionne. Et une fois que vous avez un partenaire, c'est du long terme. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus. Si vous me dites s'il y a des sujets que j'ai oubliés dans ma présentation. Si les questions, vous pouvez les poser par la suite, je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire si j'oublie quelque chose ou une information complémentaire que vous voulez avoir. Sachant que les CCEF, c'est complètement ouvert, hein, vous avez accès à cette organisation. On est tous chefs d'entreprise ou cadres dirigeants, et on est comme vous, on a les mains dans le cambouis et on doit diriger des boîtes, donc on est au même niveau. Voilà. Merci Monsieur Cassoli pour votre intervention. Effectivement, on donnera les coordonnées du comité régional CCEF si vous désirez en savoir plus. Et on apprécie d'avoir des retours d'entreprise parce qu'on va vous répéter voilà, ces éléments culturels si vous participez à la mission, mais ça a peut-être plus d'impact quand c'est dit par une entreprise que par la Team France Export, j'imagine. Donc, je vous remercie de votre intervention. Et puis on va passer à la suite, donc avec la présentation du marché japonais par Business France Japon. Oui, bonjour, merci pour cette initiative et puis pour l'organisation de ce webinaire à la région et à ces différentes agences. Donc, pour ma part, Thibaut Favre, je suis directeur ici de Business France au Japon, et avec Alexis Tato, qui est le responsable du pôle industrie pour le Japon. Et donc, on va juste avoir une présentation en tandem avec Alexis. Moi, peut-être juste quelques mots introductifs qui vont s'annoncer compliqués, parce que résumer le Japon quelques minutes, c'est effectivement assez ambitieux, mais peut-être juste pour vous dire que naturellement, trois parties, trois volets un peu importants à retenir, me semble-t-il, c'est qu'on est en face d'une économie extrêmement développée qui est encore pour quelque temps la troisième économie mondiale, et peut-être la quatrième si l'Allemagne lui passe devant, mais quoi qu'il en soit, effectivement, un bloc économique majeur dans le monde, et particulièrement en Asie, et dans une économie largement développée, et donc qui figure dans les plus grands pays de l'OCDE, et on y retrouve les caractéristiques de ces grands pays. D'abord, elle a largement, je vais dire, achevé sa mutation économique, et donc ne connaît pas des taux de croissance qu'on va retrouver dans certaines économies émergentes, mais enfin, néanmoins, se maintient fluctue entre 1 et 2% de croissance. On va y retrouver aussi un cadre, un environnement pour la pratique des affaires extrêmement stable, lisible, très, je vais dire, encadré, très protecteur dans la vie des affaires, et s'y rajoute à ça la signature récente d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne qui, s'agissant des échanges entre l'Europe et le Japon, lui donne encore plus de sécurité, en simplifie l'accès, y compris sur des secteurs ou des segments de marché sur lesquels traditionnellement il y avait un peu de protectionnisme, ou en tout cas de barrières non tarifaires, et singulièrement lorsqu'on parle d'industrie, mais à la commande publique, à des appels d'offres, tout ça aujourd'hui est ouvert, et dans des conditions qui sont beaucoup plus équitables, et à quoi s'ajoute également du démantèlement tarifaire qui renforce à la fois, simplifie en tout cas l'accès au marché, et renforce notre compétitivité. Donc ça, c'est peut-être ce qui me semble important à signaler dans un peu les caractéristiques communes, et
par rapport à d'autres grands pays développés, et y compris la France, et d'avoir en tête qu'au final, si on réduit la capacité de pouvoir d'achat au PIB par habitant, le PIB par habitant au Japon est proche de celui de la France quand on est autour de 40 000 euros de PIB par habitant. C'est les mêmes ordres de grandeur s'agissant du Japon. Donc, vous voyez, on est de ce point de vue-là sur quelque chose de tout à fait comparable. En revanche, on va y retrouver aussi les mêmes enjeux. C'est d'ailleurs mentionné là dans la diapo de neutralité carbone à l'horizon 2050, donc quelque chose là encore comparable avec les enjeux et les objectifs que se fixent les grandes économies développées. En revanche, il y a quelques particularités qui me semblent assez fortes et qui convient de souligner. La première d'entre elles, puisque je parlais de PIB, c'est la structuration de ce PIB. Vous savez que dans la plupart des économies développées, on a un secteur primaire agricole qui s'est plutôt réduit au fil à mesure des années. Idem pour son secteur secondaire avec l'industrie et au bénéfice du secteur tertiaire et de la croissance des services. Et au Japon, on a un secteur secondaire, grande puissance industrielle, qui a bâti cette puissance sur effectivement de grands conglomérats industriels. Le secteur secondaire représente, en tout cas c'était les chiffres de 2021, quasiment 30% de son PIB. Pour vous donner un élément de comparaison, en France, c'est un peu plus de 17%. Donc on n'est pas au double, mais quasiment quand même. Donc c'est pour vous dire à quel point cette puissance, cet outil industriel au Japon demeure majeur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a au Japon un enjeu démographique très important. C'est vrai pour toutes les économies développées qui font face effectivement souvent à des baisses de la natalité, mais au Japon, elle est peut-être encore plus forte qu'ailleurs, puisque là encore, pour faire un aller-retour avec la France, en 2022, bon, la France enregistre 800 000 naissances. C'est exactement le même chiffre au Japon, sauf que la population au Japon par rapport à la population française est presque 2 fois plus grande. Donc, on voit bien que là, les statistiques, les prévisions qui sortent année après année doivent être révisées, et malheureusement pas à la hausse, mais souvent à la baisse. Et une des réponses à cette tension démographique et qui se répercute sur le marché du travail, c'est d'avoir une automatisation, une robotisation, de faire le pari d'une économie numérique et de substituer à chaque fois que c'est possible la machine par l'homme. Donc c'est peut-être aussi là un élément important et également vous dire que l'innovation au Japon, alors naturellement, qui est une autre caractéristique de l'industrie japonaise, et voilà les 3,5% du PIB qui sont consacrés à la recherche et le développement, c'est 2,2 pour la France. Néanmoins, dans son écosystème d'innovation, c'est surtout le fait des grands conglomérats industriels, et c'est une innovation qui, ces dernières années, est plutôt incrémentale qu'une innovation de rupture. Et là, la France le modèle français intéresse les Japonais, à la fois par rapport à l'écosystème des startups qui a pu être développé en France. Quand on a 29 licornes en France, sachez qu'il n'y en a que 9 au Japon. Ça, c'est pas forcément intuitif quand on parle du Japon. Et donc, les grands conglomérats industriels japonais et les autorités japonaises ont un programme très ambitieux pour développer effectivement davantage de startups, créer plus d'agilité dans l'innovation et sont très intéressés pour gagner du temps et intégrer des briques technologiques ou des partenariats technologiques qui viendraient de France, d'Europe. Et la France est bien identifiée de ce point de vue-là dans ce qu'elle peut apporter et qui ouvre effectivement des espaces pour nos entreprises
dans ce qu'elles peuvent porter comme innovation, et à mettre en regard avec aussi un pays qui, en matière de transition écologique, en matière d'efficacité énergétique, en matière de décarbonation, même si les objectifs sont ambitieux, a plutôt pris le train en marche et dans les derniers wagons que dans les wagons de tête. Et donc, là encore, c'est un effet de rattrapage qui est demandé et qui se fait beaucoup en intégrant des technologies ou des briques technologiques qui viennent de l'étranger. Et là encore, en matière d'industrie verte, de transition écologique, de savoir-faire, la France est clairement dans l'esprit des Japonais. Voilà peut-être juste ce que je voulais dire dans élément un peu de contexte par rapport au sujet qui nous intéresse. Et sur la diapo suivante, c'était peut-être juste vous mentionner quelques caractéristiques de ce marché, sans être redondant par rapport au témoignage de notre intervenant précédent et pour pas non plus empiéter sur Alexis. Mais d'abord, on est certes sur un marché qui est très exigeant parce que sur lequel la qualité est poussée à son paroxysme. On a parlé de la documentation technique sur le détail, la précision qui était sollicitée par les interlocuteurs japonais. Tout ça est très vrai. Mais en même temps, le corollaire de ça, c'est que c'est un marché qui est, je parlais de sa stabilité, la fidélité aussi des opérateurs économiques au Japon, distributeurs, agents, importateurs, industriels, quand c'est des relations directes, et qui permet aussi, compte tenu de cette exigence de qualité, d'être plutôt sur un marché très rémunérateur et avec des marges assez confortables, parce que la négociation ne va peut-être naturellement qu'elle comportera un élément de prix, mais c'est pas forcément celui qui sera décisif. Celui qui sera décisif, c'est la confiance que vous réussissez à apporter auprès de votre partenaire, c'est votre expertise, votre savoir-faire, votre maîtrise technologique avant tout, avant d'être une négociation commerciale qui va porter sur le prix. L'autre chose, c'est que c'est une carte de visite, presque un passe-partout pour naturellement le monde asiatique, mais au-delà même du monde asiatique, le fait de travailler au Japon est en soi une reconnaissance extrêmement importante pour vous et une référence qu'il faut utiliser pour le reste de l'Asie. Et le dernier élément, c'est que ne pensez pas que le marché japonais est un marché qui est réservé aux grands groupes et que vous n'avez rien. Je prendrai plusieurs choses pour ça. D'abord, c'est que quand on regarde la structuration de notre commerce extérieur, on s'aperçoit qu'un tiers des entreprises françaises qui exportent vers le Japon ont un chiffre d'affaires qui est au final inférieur à 2,5 millions. Donc, ça veut dire qu'on a aujourd'hui des segments de marché, des niches sur lesquelles des PME peuvent trouver leur place sur le marché japonais. Quand je regarde la structuration des entreprises qui emploient des VIE, il y en a un peu plus d'une centaine aujourd'hui au Japon. La moitié de ces entreprises sont des PME ou des ETI. Donc, c'est-à-dire qu'elles se projettent d'abord dans la durée, parce qu'avec le VIE, on est plutôt sur des horizons à 2 ans, qu'elles y investissent, et si elles le font dans ces volumétries-là, c'est bien qu'elles ont trouvé une place et un espace au sein du Japon. Quand on regarde nos exportations vers le Japon, on voit qu'il y a une dynamique qui est favorable à la France, parce que si on prend comme référentiel 2019, donc avant la période Covid, et qu'on met de côté le poste aéronautique qui apporte un biais, nos exportations sont en croissance de 19% entre 2019 et 2022. Donc là encore, ça veut bien dire que notre offre est reconnue, et non seulement elle est reconnue, mais elle est plébiscitée. Et enfin, le dernier élément, c'est que dans l'accompagnement, dans les entreprises qu'on accompagne, les entreprises qu'on sert sur le marché japonais, au sein de Business France, on mesure ce qu'on appelle l'impact, et donc qui est en fait
la façon dont on transforme, et on a, par rapport au reste du monde, sur un taux global Business France qui est plutôt situé autour de 45%, un taux de transformation qui est d'une entreprise sur deux au Japon, donc qui est plus élevé que sur les autres géographies, donc qui montre bien là aussi qu'on peut réussir au Japon. Donc voilà, j'ai déjà été trop long, mais peut-être un peu quelques messages clés que je voulais partager avec vous par rapport à ce qu'est le Japon, comment on y travaille, et le fait qu'il ne faut surtout pas s'auto-censurer, indépendamment de sa taille, mais à partir du moment où on s'est fait du Japon une priorité et un axe de développement international, la capacité effectivement d'y réussir. Très bien. De mon côté, je vais aborder un peu plus le sujet spécifique du domaine industriel au Japon, en lien notamment avec la mission prévue l'année prochaine à l'occasion du salon qui a été évoqué. Je pense que vous avez une image assez fidèle à la réalité concernant le Japon vis-à-vis de la longue histoire du domaine industriel qu'il y a eu ici. Ça s'est traduit par une constante recherche d'amélioration à la fois de l'outil industriel, mais aussi des processus. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, on a amélioré petit à petit depuis de très nombreuses années. Et finalement, paradoxalement, le concept plutôt européen de l'industrie du futur au Japon n'existe pas vraiment, parce que voilà, ça a été petit à petit un processus continu d'amélioration. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le Japon se projette bien sûr au-delà du domaine industriel, et c'est ça qui est tout à fait intéressant pour les entreprises. Le Japon va au-delà de ça, et on parle maintenant au Japon de la société 5.0 qui veut justement réutiliser les nouvelles technologies et les avancées industrielles pour venir améliorer non seulement le processus manufacturier, mais aussi l'écosystème de la société dans son ensemble. Et c'est bien au-delà du cadre des usines, bien entendu. Donc c'est une approche tout à fait intéressante qui permet de se projeter bien sûr au-delà de l'industrie, mais spécifiquement sur ce domaine-là, bien sûr l'industrie reste au cœur de l'économie japonaise, comme vous l'avez compris. Le gouvernement lui-même soutient et a émis des souhaits très clairs concernant le fait que le Japon doit être un acteur majeur au niveau mondial, que ce soit dans le domaine de la robotique, que ce soit dans le domaine de l'IoT. On a énormément de productions qui sont faites ici, et ça s'est traduit notamment il y a quelques années, en 2017, par un plan qui s'appelait Connected Industries, par le ministère de l'économie japonais. Et aujourd'hui, avec une part vraiment très importante de l'industrie manufacturière, il est tout à fait normal ici de retrouver à la fois des usines et la production dans de nombreux domaines industriels au Japon, comme l'automobile bien sûr, mais aussi l'aéronautique avec de nombreuses pièces, de nombreux sous-ensembles pour Airbus, pour Boeing et d'autres, la construction navale et surtout, ces dernières années aussi, un grand retour des semi-conducteurs qui se sont traduits par des investissements très importants, à la fois dans le secteur privé, avec les acteurs qui se sont fédérés entre eux pour créer de nouvelles entités, mais aussi, encore une fois, à travers un soutien du gouvernement de plusieurs milliards d'euros pour cette filière uniquement, pour la production locale. Et de façon plus générale, dans l'ensemble, dans les domaines industriels, ce sont plus de 35 milliards d'euros, je parle bien de milliards d'euros, qui ont été prévus par le gouvernement sur l'année fiscale 2023 pour la modernisation et la reprise en main finalement de la production industrielle au Japon, ici. Et donc tout cela, ça va devenir, en plus des investissements propres des entreprises qui sont très concernées, par exemple, par la transformation digitale pour les infrastructures, et aussi, bien sûr, ça a été évoqué, par la transformation verte liée à l'énergie utilisée pour la production. Tout ça, ça va continuer à s'accroître dans les mois et les années à venir. Et enfin, un chiffre qui est vraiment très important, mais qui provient d'un sondage qui avait été réalisé et qui permet de bien comprendre, on va dire, l'image du marché à cet instant T, c'est que 65% des entreprises manufacturières japonaises ont déclaré souhaiter moderniser leur technologie de production
Donc ça prouve bien qu'il y a un terrain très propice pour les entreprises françaises à venir proposer des technologies, des services ou des outils pour venir subvenir à ces besoins finalement de ces entreprises japonaises qui en ont réellement un grand intérêt. Au-delà, bien sûr, de ce tissu industriel qui est très riche, ça se découpe finalement dans la réalité par des acteurs de grande taille, bien sûr, des grands groupes comme Toyota, Mitsubishi et d'autres, mais aussi à beaucoup plus petite échelle avec des sous-traitants de tiers 1, de tiers 2, de tiers 3. Et bien sûr, ces problématiques-là concernent l'ensemble du tissu industriel, pas simplement les grands groupes, pas simplement les petits, c'est tout l'ensemble qui aura des contraintes sur l'énergie, sur la digitalisation, sur les capacités de production. Et donc, du coup, à plus ou moins petite ou moyenne échelle, c'est l'ensemble de ces acteurs qu'il faudra adresser. Pour cela, sur la slide suivante, on a fait une synthèse assez parlante, j'ai envie de dire, et nous retrouvons bien sûr plusieurs catégories. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas spécifiquement le cœur de métier qui concerne votre entreprise. Comme on l'a vu, c'est assez large, mais en synthèse, on peut retrouver des choses qui sont tout à fait pertinentes pour les entreprises japonaises. Donc sur la digitalisation, on l'a vu, sur tout ce qui peut être lié à la décarbonisation, l'efficacité énergétique pour les usines, les nouveaux matériaux, les batteries, etc. Ce sont vraiment des choses qui sont très importantes, mais de façon plus large, si on voulait synthétiser encore plus cette synthèse, dites-vous que si vous avez une technologie ou un service qui propose un avantage clair et mesurable, vous avez de grandes chances de trouver un acteur japonais qui soit intéressé à intégrer cette technologie ou ce service. Il faut simplement que ce soit quelque chose qui apporte un réel avantage, que vous pouvez mesurer, que vous pouvez, on va dire, transcrire dans un discours commercial et de façon encore plus simple. Voilà, mon produit vous permettra d'économiser tant, de faire mieux ou de faire plus efficacement. C'est un peu ce genre de philosophie que vous pouvez avoir pour, on va dire, assez facilement déterminer si vous avez un marché ici au Japon. Sur la slide suivante, simplement en lien avec cela, quelques conseils pour pouvoir trouver sa place sur le marché japonais. Le plus important, ça va être de trouver idéalement des partenaires, ne serait-ce que pour surmonter les barrières qui sont le décalage horaire. Chez nous, il est 17 heures. Actuellement, la culture des affaires, ça a été évoqué par le témoignage au départ. Hein, les Japonais n'ont pas la même façon de réagir ou de traiter dans un domaine commercial euh, entre eux et avec des entreprises étrangères, c'est assez différent. Avoir une technologie, c'est ce que l'on vient d'évoquer là-dessus. S'appuyer sur un réseau existant qui va vous ouvrir des portes. Vous imaginez que c'est assez dur d'aller envoyer un mail en anglais au hasard à une entreprise japonaise en lui demandant de vous ouvrir la porte pour travailler avec vous. Appuyez-vous sur le réseau existant, appuyez-vous sur vous permettre de rentrer en contact avec des partenaires, des distributeurs, des intégrateurs ou des clients finaux. Et tout simplement, mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler avec vous? Et si vous arrivez à répondre à cette question en disant ils ont à gagner des avantages clairs grâce à mon produit, voilà, vous avez tout compris et vous pouvez facilement travailler ici au Japon. Alors, maintenant, sur la slide suivante, très rapidement, je vais aborder de façon très, très, très simple le salon qui va concerner justement la mission. Donc, c'est un salon qui est un salon à vraiment très grande échelle. Hein. C'est un salon à échelle, j'ai envie de dire, nationale par l'ampleur et la richesse des entreprises japonaises qui seront présentes. Et au-delà de ça, à échelle internationale par justement la présence, bien sûr, européenne, étrangère et surtout française. Donc, c'est un salon qui est vraiment spécifique dans le domaine industriel et qui recoupe finalement ce que l'on a vu tout à l'heure comme étant les opportunités sur le marché. C'est assez en phase avec les thématiques du salon qui sont la fabrication connectée, les nouvelles technologies et matériaux avancés, la digitalisation, les énergies renouvelables, les nouvelles mobilités et la production durable. Donc voilà,
toutes ces composantes font partie des thématiques du salon. Et on retrouvera bien entendu voilà, beaucoup de choses qui seront prévues, au-delà de l'exposition, bien sûr, que l'on va voir sur la slide suivante. Il y aura bien sûr des conférences, des visites, énormément de choses prévues à ce moment-là. Et simplement pour faire le lien avec ce qui sera évoqué tout à l'heure, avec la partie régionale sur le stand France, simplement pour vous montrer voilà, que ce salon sera assez riche, assez complet, assez varié dans les acteurs japonais qui y seront présents, avec un très bon niveau et de très grandes entreprises comme voilà, Toyota, ce genre de grands comptes-là. Mais simplement pour vous dire et pour vous matérialiser finalement sous vos yeux que nous serons très visibles tout de suite à l'entrée sur un stand très imposant avec beaucoup de visibilité pour les entreprises qui y seront présentes. Et du coup, un visiteur qui, dès qu'ils ouvriront la porte du salon, seront devant vous et viendront idéalement vous rencontrer. Voilà à peu près pour ce point-là. Bien sûr, sur la dernière slide de mon côté, un peu en synthèse, mais c'est des choses qui vont être présentées tout à l'heure sur l'ensemble du pavillon. Voilà, comme je disais, de la visibilité, beaucoup de communication aussi de notre part sur place, en lien avec les grands comptes, en lien avec les journalistes et l'écosystème local, du networking, des rencontres collectives. Donc tout cela permettra aux entreprises présentes d'avoir en très peu de temps beaucoup de contacts, beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses à faire ensuite pour le marché japonais en lien avec les acteurs qui auront été rencontrés. Pardon. Voilà pour ma part et je repasse la parole du coup à Coralie. Merci, merci Alexis et Thibaut pour cette présentation du marché japonais. On va passer à une partie plutôt sur Aichi, puisque voilà, vous avez compris donc que le Smart Manufacturing Summit se déroulera dans cette préfecture et non pas à Tokyo. Et du coup, je voulais faire un petit focus sur cette préfecture pour vous en dire un petit peu plus. Donc, déjà, où se situe Aichi pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas la géographie du Japon? Donc voilà, Aichi, c'est là, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est en plein milieu du Japon. C'est situé entre Tokyo et Osaka. La capitale de cette préfecture, c'est Nagoya. La ville est donc bien desservie. Bon, vous devez savoir qu'au Japon, les systèmes de transport sont assez efficaces, la logistique également. Mais voilà, Aichi est desservi par le Shinkansen, qui est le TGV japonais. Et voilà, toutes les infrastructures sont présentes dans la préfecture pour permettre cette présence très industrielle dans la préfecture. Et on a parlé voilà, à plusieurs reprises de Toyota qui est implanté dans cette préfecture, mais vous allez voir d'autres entreprises. On va détailler les secteurs par la suite. Donc, vous voyez ici les 10 principaux secteurs d'activité qui sont présents dans la préfecture. C'est la première région industrielle du Japon. Le PIB de la préfecture est de 292 milliards d'euros. C'est assez équivalent à la région Auvergne-Rhône-Alpes et le nombre d'habitants est également de 7,5 millions, ce qui, voilà, c'est une préfecture qui est très proche de notre région, que ce soit par les chiffres économiques ou par son activité industrielle. Donc, Aichi représente 40% de l'industrie totale au Japon, ce qui est quand même une grosse part de marché. Et c'est également la première région exportatrice du Japon. Vous pouvez le voir sur le graphe qui est sur cette slide-là. Donc, ils sont devant Tokyo en exportation et également en chiffre d'affaires total. Et puis, sur le premier graphe, vous avez un comparo sur la production industrielle par rapport à d'autres préfectures. Pour faire un petit focus sur 3 industries, on va commencer par l'automobile, évidemment, puisque voilà, Toyota implique que la filière est très bien structurée dans la préfecture. Donc, vous avez des assembleurs comme Toyota qui va assembler des pièces. On a également Mitsubishi qui est présent. Et bien sûr, du coup, ça va entraîner des sous-traitants qui vont également être présents sur la préfecture pour voilà, vraiment générer une filière globale avec des noms que vous reconnaissez peut-être sur cette carte.
Si on regarde la robotique, c'est également très important dans la préfecture. C'est la plus développée du Japon en termes de chiffre d'affaires, d'employés, mais également de nombre d'entreprises. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important sur cette préfecture. Vous trouvez également des universités et des centres de recherche. Donc vous voyez que par exemple, c'est souvent des grosses entreprises, des conglomérats, comme on l'a mentionné tout à l'heure, qui vont développer une activité spécifiques sur la robotique, donc comme par exemple Toyota, Mitsubishi, Denso, voilà, qui au sein de leurs entreprises vont développer un département robotique. Et la préfecture a également créé un organisme de promotion de la filière robotique, ce qui montre que c'est vraiment quelque chose euh, qui a une volonté de mise en avant de cette filière-là au sein de la préfecture. On a également l'industrie aérospatiale. Donc, sur le salon, la mobilité est un des points importants du salon. Et voilà, vous voyez qu'il y a également pas mal d'acteurs qui sont sur ce secteur-là. Donc, on a par exemple Mitsubishi qui assemble des fusées, la H2IA et la H3. Donc, voilà, on a comme sur l'automobile des assembleurs de pièces, mais aussi des sous-traitants. Et vous voyez en rouge ici que Boeing a également un bureau de recherche et développement à Nagoya. Donc voilà, c'est aussi un des secteurs très importants, très présents dans cette préfecture. Pour terminer sur Aichi, donc c'est une préfecture qui est très industrielle, vous l'avez vu, mais il y a également un écosystème qui est assez favorable, notamment pour les startups. Donc, comme on l'a mentionné, les startups sont moins développées au Japon qu'en France, et la préfecture d'Aichi a prévu de créer, de construire ce qu'ils appellent la station AI. Donc, ça va être un incubateur qui va être dédié aux startups de 23 000 mètres carrés et qui a pour vocation d'accueillir 1000 startups, donc avec des bureaux comme chez nous, un incubateur de startups, et des services pour se connecter pour l'installation des startups étrangères. Donc ça, c'est en cours de construction et ça sera finalisé en octobre 2024. Donc voilà, la préfecture a quand même une volonté de mettre en avant cet aspect innovation et start-up. Vous pouvez également bénéficier de subventions pour les entreprises qui sont établies à Aichi. La préfecture a mis en place, par exemple, des exemptions de taxes, des réductions de taxes ou des subventions qui sont identiques à celles qu'on peut trouver en région. Donc, il faut voir au cas par cas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que la préfecture peut financer certains projets. On trouve également des universités de qualité. On a 6 lauréats du prix Nobel physique et chimie qui sont issus des universités d'Aichi. Donc voilà, si vous désirez vous implanter à Aichi, vous pourrez trouver de la main-d'œuvre pour recruter. Et je vous ai listé un petit peu aussi les organismes qui sont présents sur place. Donc on a le GETRO, qui est un organisme gouvernemental de promotion des relations économiques entre le Japon et l'étranger, qui est partenaire de cette mission, vous le verrez. Ils ont un bureau à Nagoya. La Chambre de commerce et d'industrie franco-japonaise a également un bureau à Nagoya. Et Business France est implanté aussi sur le pays pour vous accompagner dans votre développement. Et en région, vous bénéficiez bien sûr de tout l'accompagnement de la Team France Export. Donc, vous avez un référent Team France Export qui est votre interlocuteur pour vous développer à l'international. Et vous avez également tous les membres de la team. Alors, je n'ai certainement pas tous listés, mais voilà, ça vous donne une idée de qui vous pouvez mobiliser et qui peuvent vous accompagner sur votre développement au Japon et à Aichi plus précisément. On va maintenant passer à la présentation de la mission en elle-même. Donc, je vous ai mis un petit calendrier en premier pour vous donner un peu une vision de ce qui va se passer, puisqu'il y a plusieurs volets. Vous avez la mission visiteur et la mission exposant. Donc, vous voyez en bleu les moments collectifs. En vert, c'est tout ce qui va concerner l'exposition. Donc, ça sera du 13 mars au 15 mars.
Donc tout ce qui est en amont, ça va plutôt concerner les visiteurs, vous allez voir dans le détail. Il y aura des moments collectifs et tout ce qui est individuel, ça concerne plutôt les rendez-vous B2B. Mais on va le détailler pour chaque offre. Pour les cibles de la mission qui est concernée, donc on a parlé plusieurs fois des secteurs du salon Smart Manufacturing Summit. Vous avez ici une liste qui est un petit peu plus détaillée. Donc effectivement, ça concerne les entreprises qui ont un établissement en Auvergne-Rhône-Alpes et qui sont concernées par les secteurs suivants. Donc ça veut dire que vous pouvez produire des produits ou des services qui sont listés là, ou que vos marchés applicatifs concernent ces secteurs-là. On va détailler l'offre visiteur parcours découverte parce qu'il y a 2 parcours au choix sur les visiteurs. En fonction de votre objectif et votre degré de maturité sur le marché, vous allez voir lequel correspond le mieux à votre stratégie. Donc pour la mission découverte, on est vraiment sur les entreprises qui ont ciblé le Japon, mais qui désiraient peut-être en savoir un petit peu plus, aller commencer par du réseautage et s'informer sur le marché en se déplaçant, avant de réaliser plus tard une prospection. Là, on est plutôt en amont de phase, mais en ayant quand même identifié le Japon, parce qu'on ne se déplace pas, vous l'avez compris, au hasard au Japon. Ça demande quand même un investissement. Et ce qu'on vous propose ici, du coup, c'est une visite du salon sur une journée avec voilà, ce qui a été cité par Business France, des rencontres grands comptes sur le pavillon France, des visites collectives, une visite du salon avec un expert Business France et toute la communication qui est dédiée sur le salon. Vous aurez aussi des options à la carte que vous pourrez ajouter. Et ce qui est également inclus et pris en charge par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et le GETRO, c'est tout voilà, ces moments collectifs. Donc vous avez 3 ateliers préparatoires avant de se rendre sur le salon. Donc ça, on y tient pour que vous puissiez partir clé en main, réaliser votre mission. Donc il y aura un atelier culture des affaires. Voilà, on va répéter des choses qui ont été dites, mais on a envie que vous soyez vraiment prêts pour quand vous allez rencontrer des acteurs sur place. Il y aura également un atelier sur la douane, puisqu'il y a un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon. Et le dernier, ça sera sur la propriété industrielle et intellectuelle. Donc ces ateliers-là auront lieu entre janvier et février, un petit peu avant la mission. Et ensuite, voilà, tous les moments collectifs. Donc il y aura une soirée de promotion de la région qui sera en lien avec la région et les exposants. Un débriefing de mission, une journée visite de site. Donc, on vous a noté qu'on envisage Toyota, NTN, SNR. On vous confirmera tout ça au fur et à mesure. Également des centres de recherche et développement pour un côté plutôt innovation. On prendra en charge tout ce qui est déplacement collectif, bus, briefing d'accueil et éventuellement un déjeuner d'accueil sur Tokyo, puisque le mieux c'est de passer par Tokyo et d'après se déplacer sur Nagoya. On met également en place un ticket modérateur pour financer le déplacement des PME, une partie du déplacement des PME. Donc ce ticket a un montant maximum de 1 200 € et vous avez une liste des frais sur lesquels il peut porter. Donc ça fonctionne comme une note de frais. Vous réservez votre vol, vos hébergements et vous nous renvoyez à la fin de la mission tout ce que vous avez dépensé avec les justificatifs et on vous rembourse jusqu'à 1 200 €. Pour le deuxième parcours, toujours visiteur, là, c'est un parcours prospection. Donc on est sur l'étape d'après, sur des entreprises qui veulent développer plus intensément le marché japonais et qui désirent générer du flux d'affaires. Donc voilà, on est sur tout pareil hein, que le parcours découverte avec visite du salon et les moments dont on a parlé, avec les visites de site également le jeudi. Mais en plus, on a une prestation de rendez-vous individuel sur mesure réalisé par Business France. Donc ça veut dire que vous allez faire un rendez-vous de cadrage avec Business France pour pouvoir définir votre cible, votre ciblage. En fonction de ce que vous recherchez, les rendez-vous auront lieu à Tokyo ou à Aichi. Ça dépendra voilà, des interlocuteurs.
et Business France va pouvoir effectuer un ciblage, vous proposer des cibles que vous allez valider et quand vous arrivez, vous aurez votre programme de rendez-vous sur place. On vous recommande de prendre un interlocuteur, un interprète, pardon, pour les rendez-vous parce que voilà, il pourra vous aider à traduire, mais également à identifier tout ce qui est culturel et que vous pourriez peut-être ne pas saisir si vous connaissez mal la culture japonaise. Et puis vous retrouvez les options à la carte et les mêmes temps collectifs qui sont pris en charge par l'agence et le GETRO et toujours le ticket modérateur éligible, 1 200 € sur le vol et l'hébergement, 1 200 € étant le maximum. Un rappel du calendrier, parce que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 décembre, donc ça va arriver quand même assez vite. Donc si vous êtes intéressé, il va falloir vous positionner jusqu'au 20 décembre. Donc le principe, c'est que d'aujourd'hui jusqu'au 20 décembre, on est en recrutement, en réception des dossiers. Pour la mission visiteur, vous remplissez un dossier en ligne. Donc les liens sont inclus dedans et vous les retrouverez sur le mail de suivi. Ensuite, vous faites le rendez-vous de cadrage avec Business France pour valider votre participation à cette mission. Voilà, on veut s'assurer que vous soyez prêts pour partir là et que ça s'inscrive bien dans votre stratégie. Et si c'est validé, vous allez recevoir un bon de commande à signer qui vous engage à participer à la mission. Et ensuite, le ciblage, si vous prenez la prospection, peut commencer. Pour janvier et février, donc, on réalise les 3 ateliers de préparation. Le premier aura lieu en présentiel à Lyon. Ça vous permettra de rencontrer les autres membres de la délégation avant de partir sur place. Ça permet aussi de créer du lien entre les entreprises participantes. Ensuite, du 11 au 15 mars, on se déplace. À noter que quand on part au Japon, on arrive le lendemain du départ. Donc voilà, si vous devez organiser votre calendrier, pour la prospection, il faudra partir peut-être samedi, dimanche et pour la découverte, dimanche ou lundi. Ensuite, fin mars, on a terminé la mission, on vous envoie des questionnaires et en juin, quelques mois après, on fait un débriefing, également en présentiel à Lyon pour essayer de mesurer l'impact de la mission. Même si au Japon, ça prend du temps de générer des résultats, on a quand même envie de voir, quelques mois après, comment vous ressentez l'impact de cette mission. On vous recommandera des vols et des hôtels, bien sûr, pour rester ensemble et optimiser les déplacements. Et on va pouvoir passer du coup à la mission exposant avec Élise Kim. Oui. Je te laisse dérouler du coup sur la Pardon, mission oui. exposant. Merci. Donc pour petit rappel, donc Coralie l'a bien dit, donc c'est du 13 au 15 mars. Sur le pavillon donc France, l'espace régional, donc on a prévu un espace régional de 72 mètres carrés. Je pense que le plan a été diffusé auparavant. On a un objectif en fait de faire participer, nous, de notre côté, 10 entreprises PME et grands comptes. Dans le cadre en fait de cette exposition, donc c'est un espace commun qui sera ouvert avec des stations de travail par entreprise. On aura un espace un peu central de networking, un espace où on mettra en fait du coup des chaises et des tabourets pour que les entreprises, si elles souhaitent en fait du coup discuter de façon un petit peu plus personnalisée, s'orientent plus donc du coup sur l'espace commun, on aura une réserve commune. En termes de prise en charge au niveau de cette mission exposant, donc on sera au même niveau en fait sur les dépenses de transport et de séjour que la mission visiteur, donc à hauteur de 1 200 € maximum. Et on prendra en charge du coup les dépenses d'exposition à hauteur de 50%. Je te laisse défiler donc la slide, donc plus en détail pour la partie exposition. Donc, comme je l'avais indiqué en amont, donc, on s'appuie sur une aide de la région donc, qui s'appelle le plan de développement international. Et on s'appuie aussi du coup avec le pôle de compétitivité CIM. Donc c'est via cette action, ce levier, qu'on va pouvoir du coup mettre en place une aide de 50% sur la partie exposition. Donc comme je disais, donc c'est une station de travail sur un espace partagé. Vous aurez une tablette, 2 tabourets. En termes de communication, il y aura bien le logo de l'entreprise, un visuel en fait, du coup sur la cloison de séparation entre les 2 stations de travail
une prise. Donc tout ça pour de 1990, donc avec une prise en charge de 50%, donc ça revient du coup à un tarif de 1 495 €, et compris aussi dedans, donc comme pour la mission visiteur, donc vous pouvez rencontrer des grands comptes sous réserve de sélection de leur part. En termes de communication aussi, une fiche entreprise flyer en japonais et un webinaire de présentation du marché. Est en option aussi et qu'on prendra sur la partie, sur cette partie-là, c'est l'interprétariat. On l'a pas mis, de ce côté, mais Business France donc propose aussi un interprétariat de 400 € par jour. On le prendra en charge si les entreprises, du coup, actionnent cette option. En termes de sélection, donc nous, de notre côté, la première chose, c'est que ce soit donc pareil que la mission visiteur, que l'entreprise soit implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, siège ou établissement, et de proposer en fait du coup une technologie ou un produit innovant. Et pour cela, donc, on a mis en place un appel à candidature, un appel à projet, qui se trouve donc du coup sur le site internet, où vous aurez donc le lien là qui est dessus. Il faudra nous envoyer en fait du coup, le dossier de candidature pour qu'on puisse, regarder en fait, l'éligibilité de la candidature. Et pareil que la mission visiteur, la date limite est placée au 20 décembre. Parfait, merci, merci Élise. Je tourne et je crois qu'on a terminé. Oui. Parfait. Donc voilà, vous avez compris que, on va dire qu'il y a 2 volets visiteurs et exposants. Donc il y a 2 moyens d'inscription qui sont différents. On saura vous réorienter, en cas de questions. N'hésitez pas à nous contacter. Pour, la partie exposant, Élise, il y aura une validation également, c'est ça, des dossiers, au fur et à mesure des candidatures. Voilà, les entreprises auront, passeront devant un jury avec leur dossier pour qu'on puisse valider leur participation. Oui. Est-ce que oui, Lucina, tu peux t'exprimer, vas-y. Oui, merci. Je voulais juste ajouter deux petites choses par rapport à ce que vient d'être dit. Tout d'abord, à ce jour, mais vous savez comment c'est dans ce contexte-là, le président Wauquiez conduirait une délégation institutionnelle au moment du salon SMS. Bien entendu en lien avec tous les participants économiques. Donc, il s'agirait d'avoir une belle représentation de notre région, qu'il soit tout d'abord économique via les entreprises participantes, exposantes ou visiteuses, et que par le volet institutionnel. Nous comptons vraiment dans ce cadre-là sur un traitement un peu de faveur de la part de la préfecture d'Aichi. Monsieur Omura a déjà donné, donc le gouverneur a déjà donné plein de signaux forts de son attachement à notre région en venant à 2 reprises en Auvergne-Rhône-Alpes, donc en mai 2022 et en juillet 2023. C'est un signal très très fort. Il attend donc la participation de la région au SMS. Il compte vraiment là-dessus. Donc, c'est juste pour vous dire que notre coopération très récente, mais déjà fidèle et assez dense, et aussi une très vraisemblable participation du président Wauquiez apporterait sans doute un plus en termes de valorisation de notre région et de ses acteurs et d'ouverture des différentes portes. La soirée que nous prévoyons, la soirée de promotion en présence de tous nos acteurs régionaux, le 14 mars à Nagoya, serait également une occasion pour vous valoriser, vous mettre en lumière, en exergue. Il s'agira d'une soirée de présentation, de promotion en présence du
président Wauquiez et du gouverneur Omura, qu'il a déjà noté dans son agenda, mais surtout en présence de nombreuses entreprises d'Aichi pour des échanges informels et plus conviviaux dans le cadre d'un cocktail de promotion et de réseautage. Et enfin, une dernière remarque, il a été dit à plusieurs reprises que le secteur des startups au Japon et en Aichi n'est pas encore complètement déployé, mais qu'il y a une très forte euh, volonté politique de la part du gouvernement d'Aichi d'aller dans ce sens avec cette fameuse station AI qui préexiste déjà et qui sera officiellement ouverte et inaugurée fin octobre 2024. Nos partenaires d'Aichi ont souhaité, à l'occasion, en marge en quelque sorte de ce salon SMS, organiser un séminaire sur l'univers des startups et sur la open innovation, comme ils appellent ça, en Europe et plus spécialement dans notre région. Donc, en lien avec le Centre européen ou euro-japonais, je crois, de l'innovation, qui se trouve au Japon, nous allons organiser avec nos partenaires d'Aichi une petite présentation de notre région sous l'angle justement innovation. Ça se déroulera en amont du salon le 12 mars prochain. Donc, on est complètement en phase avec nos partenaires, qu'ils soient régionaux, nationaux, français, que japonais et plus spécialement ceux d'Aichi sur de nombreux secteurs et différentes approches. Et n'oubliez pas ce cadre institutionnel existant déjà qui, au Japon, a tout son sens. Il s'agit de faire du business avant tout, mais l'institutionnel et les bonnes relations de ce type apportent vraiment quelque chose dont vous pourrez bénéficier. C'est peut-être pas ça ne frappe pas immédiatement, mais c'est sous-jacent et on voulait vous en faire part. Merci. Merci Lucina pour cette précision. Mais écoutez, on va passer du coup en phase de questions-réponses. Donc pour, la question du support, oui, vous allez recevoir un email de suivi, avec, le support de présentation et tous les liens qu'il vous faut pour, vous inscrire. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir, d'ici aujourd'hui ou demain et vous aurez tout à disposition. Et je vois que monsieur Pascal, Guin, voudrait poser une question. Je vais même si elle est personnelle, on va on va la prendre si elle doit être spécifique à votre cas. Je vais vous autoriser le micro, comme ça vous allez pouvoir, vous exprimer. C'est parti. Allez-y monsieur Guin, vous pouvez poser votre question. Voilà, vous m'entendez bien? Oui, Oui. Donc juste pour introduire, nous sommes une toute petite start-up qui fait un produit qui apporte de la productivité, en particulier dans le domaine des éoliennes, avec une meilleure identification des défauts. Notre premier client a été NTN SNR, donc la partie française de Annecy, mais aussi on a des intervenants japonais qui utilisent notre technologie pour l'évaluer aujourd'hui. Et je dirais la principale raison, vu qu'on est encore tout petit, mais en tout cas la raison qui me pousse à m'intéresser au Japon, c'est de me dire, et à cette mission, c'est de me dire, ben, j'en profiterai pour aller voir ces clients dans leur phase d'évaluation et faire accélérer les choses. Alors, je reviens maintenant à ma question. Compte tenu de notre taille et de ce qu'on fait, je pense qu'il faudra, pas forcément pour SNR, mais pour tout le reste, passer par une maison de commerce. Moi, j'avais travaillé dans le passé avec Sojitz et Marubeni. mmh Et je voulais savoir, compte tenu, donc on focus sur l'éolien, est-ce qu'il y a une recommandation avec travailler plutôt avec l'un ou avec l'autre? Et est-ce que le fait d'être, si jamais on mettait en place quelque chose avec l'une ou l'autre, est-ce que ce serait un handicap par rapport à nos relations avec NTN SNR ou pas?
Bien, Donc, je pense. je vais prendre la question et on pourra en rediscuter, bien sûr, si vous voulez, de façon plus complète. Mais pour répondre simplement, sur le choix du partenaire entre les deux, ce sont deux très grandes entreprises et très investies dans les secteurs énergétiques de plus en plus. Donc, ce sont déjà, vous savez, le choix entre l'or et l'argent, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt pas mal déjà. Après, pour choisir, et de façon plus globale, pour en profiter aux autres entreprises, il faut, c'est un conseil de façon globale, il faut bien prendre le temps de pouvoir évaluer les forces et les intérêts des uns et des autres pour pouvoir bien choisir son partenaire au Japon, parce qu'une fois qu'on a choisi son partenaire, c'est difficile de pouvoir en changer. Donc mon conseil serait plutôt d'essayer de creuser au maximum avec ces deux partenaires, essayer de discuter au mieux, de les voir idéalement quand vous revenez, mais ne vous précipitez pas en tout cas pour prendre une décision pour l'un ou pour l'autre. Ce serait un peu le conseil que je pourrais donner et qui s'applique bien sûr dans de nombreux cas également. D'accord. Et juste donc par rapport à NTN, si jamais on signait un accord avec l'un ou l'autre, ce ne serait pas un handicap vis-à-vis des relations futures avec NTN? Non, si c'est fait de façon claire et transparente avec cette entreprise-là, ce qu'il faut éviter, et c'est pareil pour dans tous les cas, c'est éviter de faire des choses qui mettent en difficulté, mal à l'aise. Au Japon, on dit perdre la face. Donc, si NTN se sent comment dire, mis de côté ou n'a pas été mis au courant et apprend par voie détournée ce genre de choses, voilà, ayez une discussion qui soit claire et transparente avec eux, parlez-leur de cette possibilité-là, voyez la réaction, mais théoriquement, vous n'êtes, tant qu'il n'y a pas d'exclusivité particulière, vous êtes libre de pouvoir travailler avec autant de partenaires que vous voulez, théoriquement, au Japon. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci Monsieur Guin pour votre question. Alexis, j'en profite tant que tu es là pour prendre une autre question. Je pense que tu la vois aussi dans le chat, de quelqu'un qui parle du programme Rapidus sur le semi-conducteur et qui demande si quelque chose pourrait être adressé dans cette. Est-ce que quelque chose pourrait être adressé dans cette initiative? Est-ce que ça te Alors, parle, le programme? oui, oui, c'est un très beau, enfin, c'est un très beau projet. Mm. Quand je faisais référence aux 2 milliards d'euros de subventions du gouvernement tout à l'heure dans le domaine des semi-conducteurs, je pensais notamment à la création de l'usine Rapidus, qui malheureusement n'est pas dans la préfecture d'Aichi, qui est une usine qui va être créée tout au nord du Japon, mais qui est, on va dire, un bel emblème de ce que l'on a en ce moment comme comment dire, matérialisation de la reprise en main du secteur des semi-conducteurs au Japon. Donc, malheureusement, la localisation de l'entité Rapidus, c'est assez loin finalement de Aichi. Ça tombe pas au bon endroit. C'est comme si vous avez l'usine qui était en Bretagne et pour un salon à Lyon. Mais en tout cas, il faut se dire que de façon globale, si vous venez au Japon et que vous prenez également des rendez-vous d'affaires à l'occasion du déplacement, bien entendu, vous avez tout à fait la possibilité de faire des rendez-vous à Tokyo avec des entités qui sont en lien avec le projet de Rapidus, par exemple. Donc, même s'ils ne sont pas au salon spécifiquement sur place à exposer ou à visiter, en ayant des rendez-vous complémentaires à côté, vous pouvez très bien les rencontrer à Tokyo notamment. Donc, ça peut être une façon de pouvoir également rencontrer ce type d'acteurs-là. Mm. Parfait. Oui, de toute façon, voilà, la prestation rendez-vous B2B, elle est faite sur mesure, donc n'hésitez pas. Business Front va vous demander si vous avez déjà des acteurs en tête que vous voulez rencontrer, si vous êtes déjà en contact avec des acteurs, s'il y a des gens qu'il ne faut pas contacter. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est fait vraiment en partenariat avec vous sur votre cahier des charges. Donc, quand vous aurez ce rendez-vous individuel, vous pourrez voir et affiner votre ciblage sur le Japon. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Dans tous les cas, voilà, vous n'hésitez pas à rebondir sur l'email de suivi. Ayez bien en tête la date limite d'inscription du 20 décembre. Voilà, je le répète parce que c'est quand même un délai qui est court et on compte sur vous pour vous positionner rapidement. Et on reste à disposition de toute façon. Voilà, si vous avez des questions que vous n'êtes pas sûr, on peut soit vous faire un rendez-vous avec Business France pour que vous puissiez poser vos questions plus en profondeur. On est tous en lien pour pouvoir répondre à votre question et n'hésitez pas dans tous les cas. Ingrid, je vais t'ouvrir le micro. Je vois que tu lèves la main. Voilà, tu peux parler. Oui, bonjour. Donc, ma question, c'était, on avait, nous, déjà programmé justement une mission au Japon, pas forcément sur cet événement, mais du coup, on bascule sur cet événement pour converger sur une belle mission. Si jamais on dépasse les 10, le chiffre de 10 entreprises intéressées par un stand, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est possible si on apporte du financement complémentaire via notre PDI. Enfin, comment ça se passe par rapport à cette possibilité? Edith, tu as ton micro fermé. Pardon. Pardon. À ce jour, j'ai pas de réponse, Ingrid, à t'apporter. On peut voir ça par la suite. D'accord. Je sais que Business France est en train de commercialiser, donc on a bien confirmé en fait notre emplacement. Après, on pourra réajuster aux besoins, ouais, si besoin. Mais après, je n'ai pas de réponse de confirmation. Voilà. Ok, on garde ça en tête. Merci. On verra peut-être aussi en fonction du nombre de dossiers qu'on recevra. En tout cas, pour compléter sur la partie visiteur, c'est un peu moins contraignant de rajouter. Alors moi, je trouve qu'on a un objectif de 10 également pour la délégation visiteur, donc ça ferait un total de 20 entreprises régionales dans la délégation globale. Ça serait moins compliqué de rajouter des visiteurs si jamais on devait dépasser le 10. Mais on espère que les entreprises seront nombreuses et si on venait à dépasser les chiffres, on serait ravis. Merci. Merci. Parfait, mais écoutez, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Voilà, merci d'être présent si tôt ce matin pour avoir écouté cette présentation. Le webinaire a été enregistré, donc vous recevrez un lien de replay, la présentation. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez d'autres entreprises avec qui vous êtes en contact également. Voilà. Et on reste à disposition pour toutes les questions. Je vous Merci, remercie Léa. à tous. Merci les intervenants également pour vos interventions super, qui étaient très intéressantes. Merci Business France. Et bonne soirée Business France et bonne journée pour tous les autres. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée.